Jean, c'est le Jean, tu vas le mettre là-bas. Vas-y. Non, là. À côté du grand bouquet, là. Non, excusez-moi. Il y a les Arméniens qui ont été effacés il y a 106 ans de la carte de ce qu'on appelle aujourd'hui la Turquie et dont ils étaient pourtant les premiers autochtones. Les Arméniens incrédules qui n'imaginaient pas à la veille de la Première Guerre mondiale qu'après le massacre de 1894-96, 300 000 morts. Après ceux d'Adana en 1909, 30 000 morts. Un autre cataclysme de cette nature allait de nouveau s'abattre sur eux. Pourtant, le pire est arrivé avec le 1,5 million des leurs qui a été massacré en 1915, auquel il faut ajouter les 400 000 Assyro-Chaldéens et les 300 000 Grecs du Pont, ce qui a réduit à néant la présence chrétienne en Turquie, soit le tiers de la population qui a été anéantie. En matière de génocide, le temps ne guérit rien. Il ne fait que rendre plus impérieux l'exigence de justice. Surtout lorsque les causes qui ont engendré un génocide comme celui de 1915, faute d'avoir été traitées, combattues, éradiquées, sont potentiellement en situation de produire les mêmes effets. C'est ce que nous a clairement montré l'offensive anti-arménienne de la coalition turco-azerbaïdjanaise du 27 septembre dernier, avec son lot de crimes de guerre, avec cette volonté d'effacer toute trace des Arméniens, y compris culturelle, avec cette détermination revendiquée de les chasser comme des chiens, avec ces bombes à fragmentation au phosphore blanc, avec ces vidéos de prisonniers torturés, insultés, humiliés, avec 200 soldats gardés en otage jusqu'à aujourd'hui, avec l'exaltation de la haine érigée en valeur suprême et l'instrumentalisation de la religion brandie comme un étendard. Une religion dans laquelle 2000 djihadistes syriens ont été recrutés par Erdogan pour se battre au Haut-Karabakh, avec à la clé 1 000 $ de prime pour chaque chrétien décapité. Oui, 100 ans après le génocide de 1915, le modèle idéologique qui a conduit au pire est toujours là, avec son cocktail de panturquisme et de djihadisme qui constitue la matrice politique de l'AKP de M. Erdogan et de ses épigones au pouvoir à Bakou. Et il menace de s'en prendre désormais au sud de l'Arménie, au Sionik, pour réaliser un continuum terrestre pan-turc qui irait de la Méditerranée à la mer Caspienne, le rêve du pan-turquisme et le véritable enjeu des plans de la dictature azerbaïdjanaise sur la République du Haut-Karabakh comme sur l'Arménie. Des visées que nous n'avons cessé de dénoncer depuis des années à cette même tribune. C'est ce fanatisme qui pourrait bien s'étendre à notre continent, si on laisse faire, comme on a laissé faire en septembre, octobre et novembre dernier au Haut-Karabakh, comme on a laissé faire il y a 2 ans au Rojava syrien, quand la première ligne de défense kurde contre Daesh était poignardée dans le dos,
ou encore en Méditerranée, en Libye, dans les eaux chypriotes ou grecques, il y a encore quelques semaines. Cette volonté de conquête et d'expansion, ne la voit-on pas s'exercer jusqu'en France, avec l'ouverture de filiales de l'AKP qui prétendent se présenter aux élections? Ne la voit-on pas nous défier avec les prétentions d'Erdogan d'intégrer l'Europe tout en foulant aux pieds ses valeurs les plus fondamentales, comme l'égalité homme-femme? Ne la voit-on pas s'installer avec l'ouverture d'écoles ou d'établissements religieux où l'on professe les idées d'Erdogan en France? Ne l'a-t-on pas vu à l'œuvre en juillet et en octobre dernier, à travers les chasses à l'homme organisées à Dessine, Vienne et Dijon, contre des Français d'origine arménienne? Monsieur le ministre, nous comptons sur votre soutien pour que le gouvernement apporte la réponse assez adéquate à ces provocations, qu'il les dénonce et agisse de concert avec l'ensemble des forces démocratiques de notre pays pour faire barrage à ces fléaux qui nous accablent aujourd'hui. La paix en Arménie et dans le Haut-Karabakh. La paix, c'était le rêve des Arméniens. La paix et la démocratie. Au lieu de cela, nous avons eu la guerre et l'occupation. La guerre lancée par deux régimes autoritaires, Turquie, Azerbaïdjan, Erdogan, Aliyev. Une guerre qui n'a pas été empêchée. Et nous avons demandé une intervention militaire pour assurer la paix. Mais dans le monde d'aujourd'hui, chers amis, on n'intervient pas militairement pour assurer la paix. On n'intervient pas militairement pour sauver des populations. On n'intervient pas militairement s'il n'y a pas de pétrole, de gaz ou des richesses à la clé. En 2020, comme en 1915, nous avons eu les messages de sympathie et de solidarité. Des grandes voix se sont élevées, mais comme en 1915, personne n'est intervenu. La Turquie et l'Azerbaïdjan ont pu facilement déployer leurs forces militaires, utiliser les bombes au phosphore blanc, les armes à submunition, massacrer 5000 Arméniens, en blessés et en handicapés 12 000, occuper 75% des territoires de la Sarthe. Des dizaines de milliers de personnes ont dû fuir le territoire. Le président azerbaïdjanais a déclaré « Nous avons dit aux Arméniens que nous les chasserions comme des chiens et nous les avons chassés comme des chiens. » Que dire des centaines de prisonniers de guerre qui demeurent entre les mains de l'Azerbaïdjan au mépris de l'accord de cessez-le-feu du 9 novembre dernier? Qui se préoccupe de leur sort? Qui agit pour leur libération? Quels sont les moyens mis en œuvre sur Bakou pour les libérer? Alors oui, nous sommes en colère, parce que ce monde n'est pas celui que nous voulons léguer à nos enfants. Nous sommes en colère, parce que ce monde est lâche. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Erdogan et Aliyev ont exprimé leur plan publiquement en affirmant qu'ils se saisiraient du sud de l'Arménie pour créer la route du panturquisme. Le panturquisme, c'était le plan de 1915. Le panturquisme a été le déclencheur du génocide des Arméniens. Mais ça n'est pas tout, parce qu'Erdogan est fort, il est puissant, il n'a peur de personne, et il va non seulement poursuivre sa politique néo-ottomane, mais il poursuit sa politique de politisation des communautés turques d'Europe. Et avec l'Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas et l'Autriche, la France est une cible majeure pour Erdogan. Avec le Miligorus, il a conquis les islamistes et il continue. Avec la COGEP, il occupe le terrain politique et il continue. Avec les loups gris,
Il rassemble la frange la plus violente de sa communauté et il continue. Avec la Fédération des Turcs de France, il organise et continue d'accroître son influence. Oui, Erdogan s'occupe de la France et ça n'est pas terminé. Et si la France ne lui donne pas la réponse appropriée, la seule qui vaille, la seule qui inspire le respect, alors, mesdames et messieurs, il continuera. Il faut stopper Aliyev et Erdogan en Artsakh et en Arménie. Il faut stopper Erdogan en Europe et en France. Il faut interdire ces organisations satellites, fermer les mosquées qui relaient la propagande de l'État turc en France, expulser les imams et les leaders qui refusent la charte de l'islam en France et les règles de la République. Ça suffit. Erdogan ne doit pas faire sa loi en France. En revanche, la France serait bien inspirée de faire cette loi que nous attendons depuis tant de temps pour pénaliser la négation du génocide des Arméniens. C'est le moment, là et maintenant. Dans la grande et violente histoire du monde, il y a des peuples dont la terre, la culture, l'existence même furent ensevelis sous les décombres de la guerre. Ne reste d'eux que des cimetières et des photos jaunies. Le génocide dont fut victime le peuple arménien aurait pu l'anéantir. Mais voilà, il restait une flamme, il restait une langue, une fierté, il restait la mémoire d'un peuple qui ne s'oublie jamais. Alors oui, l'Arménie resta debout et obtint sur son douloureux passé 2 victoires. Son indépendance pleine et entière et la reconnaissance de son martyr par une partie de la communauté internationale. Et je suis fière d'avoir été aux côtés de Jacques Chirac lorsque la France s'est engagée dans la reconnaissance du génocide arménien. Mais rien n'est jamais acquis, et vous l'avez dit, messieurs les coprésidents. Aujourd'hui même, le Haut-Karabakh lutte pour sauver son identité arménienne. Alors la France, monsieur le ministre, la France et l'Union européenne ne doivent pas fermer les yeux, ne doivent pas détourner la tête. Elles n'ont pas le droit de se réfugier dans les coulisses diplomatiques de l'impuissance. Elles doivent se rappeler que les Arméniens sont nos alliés et nos amis. Et comme l'a très bien dit Hara, quand à un moment donné on ne protège pas ses alliés et ses amis, on finit par se retrouver tout seul. Les Arméniens ne nous ont jamais manqué. Beaucoup d'entre eux sont devenus français. Parmi les meilleurs des Français, de Missak Manouchian à Charles Aznavour, dans ce Caucase inflammable, on peut encore, je le crains, menacer, blesser l'Arménie. Il faut que la France soit là, la France sera là, et l'Arménie aussi toujours vivante, malgré les orages et les coups durs. Les destructions aussi du patrimoine spirituel et culturel arménien en Artsakh, destinées à effacer cette présence plus que millénaire, ces destructions sont considérables et elles nous atteignent ici, à Paris. C'est pour alerter sur leur ampleur que j'ai rejoint, à l'invitation de Monseigneur Ovanessian, le comité qui vient de se former pour sa sauvegarde. Nous portons un devoir de mémoire et de vigilance qu'il nous faut respecter et faire vivre pour que jamais ne se répètent ces atrocités de 1915. Il est de notre responsabilité pour que l'Arménie, mais aussi l'Artsakh, puissent vivre en paix et en sécurité sans que le spectre d'un nouveau génocide hante la vie de leurs habitantes et de leurs habitants. C'est pour cette raison, oui, que nous avons suivi cette proposition et que j'ai pris l'initiative au Conseil de Paris de faire adopter un vœu. Je remercie d'ailleurs les élus de Paris. Un vœu demandant à la France de reconnaître le droit de l'Artsakh à l'autodétermination.
détermination. Je suis aux côtés du peuple arménien. Ce peuple qui défend son droit à l'existence, son droit à la terre, à la démocratie, contre des autocraties qui utilisent non seulement contre lui des armes, mais aussi le négationnisme d'État, disons-le, voulant tuer une seconde fois les victimes du génocide de 1915. Mais l'Arménie est une terre qui se tient debout, une terre de résilience, une terre d'exception qui porte des valeurs universelles. Cette volonté de vivre libre au prix du sang, s'il est un pays qui la connaît, c'est bien l'Arménie. 106 ans. 106 ans et pourtant une douleur encore perceptible. Un souvenir, une mémoire, une marque indélébile à l'âme de l'Arménie. Cela aurait dû être l'histoire heureuse d'une terre qui n'aspirait qu'à la paix, d'une nation chrétienne bercée entre les montagnes et les reflets du lac Sévan, d'un peuple qui connut tous les drames et n'aspirait pourtant qu'à la vie. Bien sûr, il y avait eu les premières brimades, les premiers coups et les premières persécutions. Il y avait eu en cette fin du XIXe siècle les prémices d'une mort organisée. Bien sûr, les massacres de Cilicie avaient dévoilé les intentions et la nature du gouvernement de l'Empire. Et qui aurait pu imaginer alors que l'entrée dans le XXe siècle se ferait dans ce déluge de barbarie et de haine? Qui aurait pu penser en avril 1915 que les intellectuels seraient déportés, les femmes, les hommes, les enfants, sans distinction, enlevés, torturés et tués? Pendant de longs mois, la mort a frappé, méthodique, elle a touché sans distinction, sans concession. Il n'y avait aucun crime et il n'y avait que des coupables. La purge devait être totale. L'Arménie a payé de son sang d'avoir voulu être elle-même. Elle a payé de la vie de plus d'1 million d'innocents d'avoir gardé la tête haute et refusé d'abjurer son identité et sa foi. Bon nombre d'Arméniens ont choisi la France comme refuge et ont apporté à notre pays leur talent, leur volonté, leur goût de la liberté. L'Arménie et la France, c'est d'abord le courage, le refus catégorique de l'oppression, de l'arbitraire. L'affiche rouge reste dans les mémoires des Français et notre pays n'oublie pas le groupe Manouchian et ce qu'il doit aux résistants d'Arménie. Nos deux nations, c'est aussi la culture, sous le regard du père Komitas. Ce sont des notes, des répliques, des vers entiers qui se bousculent. Mieux que les autres, sans doute, plus cruellement, assurément, les Arméniens savent que l'on peut écraser un peuple, mais qu'un poète, une œuvre et une mélodie ne meurent jamais. Des compositions de Komitas aux chansons d'Aznavour, en passant par les films d'Henri Verneuil, c'est aussi par les arts que l'Arménie a écrit son nom dans l'histoire, y compris dans celle de notre pays. 106 ans. Certains ont cru pouvoir taire ce génocide, ils ont cru pouvoir étouffer le bruit des balles et le cri des innocents. Ils ont échoué. L'histoire est têtue et l'on ne peut lui tordre le bras. La France, depuis 20 ans maintenant, a reconnu dans ses textes le génocide arménien. L'histoire, toute l'histoire, dans sa richesse et ses errements, dans ses heures glorieuses, comme dans ses pages les plus noires, est un enseignement constant. Effacer l'histoire, en gommer des parties, est un péril mortel. Le travail de mémoire n'est jamais superflu, bien loin de raviver des douleurs. Il permet de penser des plaies et de bâtir des chemins nouveaux. Nous devons au contraire regarder le passé dans les yeux, apprendre. Nous devons enseigner aussi, enseigner le génocide arménien, en faire connaître la brutalité et la réalité aux élèves de notre pays. Nous devons battre en brèche le négationnisme, le refuser et le déconstruire systématiquement. L'éducation aujourd'hui est la mère des batailles, c'est la vraie réponse. Il nous faut la mener fermement, résolument, sans faire la moindre concession à ceux qui, pour des raisons politiques, tentent de manipuler les esprits des jeunes générations pour amoindrir ou pour nier la portée de ce génocide. Le camp de la négation de la réalité est aujourd'hui de plus en plus isolé et c'est pour cela qu'il se démène aussi fortement aujourd'hui. Mais nous ne céderons pas. L'Arménie est une nation de survivants et personne ne peut tenter de la comprendre s'il ignore cette blessure fondatrice. La France, elle, se souvient. Elle s'est tenue aux côtés des Arméniens, elle leur a ouvert les bras. Elle est avec eux encore aujourd'hui dans les épreuves que traverse notre pays. La guerre a une nouvelle fois entaché le sol du Caucase. Ces derniers mois, nous nous sommes démultipliés. Et je veux dire que par la voix du président de la République, la France a été le premier pays occidental et l'un des seuls à dénoncer clairement, fermement, sans ambiguïté l'ingérence turque dans le conflit et l'arrivée de djihadistes sur la ligne de combat. Dès le début de ce conflit, le président de la République
qu'il a dit fermement, clairement, aux yeux du monde, engendrant des réactions politiques, notamment en Turquie, dont la vigueur dit aussi la force des mots du président de la République et de son engagement sur ce sujet. Nous avons immédiatement demandé la fin des combats et nous sommes intervenus au sein du groupe de Minsk pour exiger la paix et la protection des civils. Nous avons été à l'avant-poste aussi pour déployer de l'aide humanitaire rapidement et massivement. Nous savons combien la situation est fragile. La position de la France est invariante, inflexible. Elle est et restera aux côtés des Arméniens. Nous soutenons ardemment la volonté de paix du peuple arménien. Nous serons là pour y aider, pour y veiller. Nous serons là pour aider le peuple arménien à préserver son patrimoine. Nous serons là pour aider le peuple arménien à retrouver les siens, ceux qui sont aujourd'hui prisonniers de guerre. Nous serons là aux côtés du peuple arménien pour continuer à nous battre. Nous serons là aussi inflexibles et vigilants face à tous les comportements agressifs, toutes les tentatives d'ingérence. Le nationalisme religieux est un venin puissant. Il ne demande qu'à se répandre dans la brutalité. Tant que la République sera la République, nous ne laisserons pas faire. Nous avons agi en France pour séparer la religion des ingérences étrangères, grâce au projet de loi confortant les principes républicains, qui nous donne ces armes qui nous manquent aujourd'hui pour être encore plus efficaces, pour fermer des lieux de culte où se prêche la radicalisation, pour fermer des lieux où se prêche la radicalisation. Nous en fermons chaque jour, mais nous devons aller plus loin. Et comme vous, messieurs les coprésidents, j'appelle aussi à un rassemblement politique, des forces politiques représentées au Parlement pour soutenir ce projet de loi. Aujourd'hui, elles ne sont pas toutes, c'est bien le moins, rassemblées pour soutenir ce texte qui est si important. Nous avons refusé les mouvements violents et ultranationalistes, manipulés depuis l'étranger. J'ai été très fier d'être membre du gouvernement qui, en Conseil des ministres, a annoncé et a décidé de la dissolution des loups gris. Et je peux vous dire que nous serons et que nous sommes extrêmement vigilants face à toutes celles et tous ceux qui essayent de se regrouper, de se prévaloir de ce mouvement que nous avons dissous en Conseil des ministres. Nous sommes inflexibles et nous le resterons. Nous avons agi aussi à l'international, en n'ayant jamais peur de dire les choses en face, je le disais tout à l'heure, quitte à subir les injures, quitte à brusquer les usages. Le 24 avril est une journée de souvenir. Ce souvenir que l'humanité a parfois failli. Ce souvenir que la haine est bien souvent l'antichambre de la barbarie. Ce souvenir que l'on peut tomber pour ce que l'on est et dire aussi cette année, vous avez eu raison de le faire. Qu'une nouvelle fois, ils ont voulu rayer les Arméniens de la carte du monde. Et s'il est bien un endroit où rien ni personne ne feront taire l'énergie, la volonté, l'envie et la vie, c'est bien l'Arménie. C'est pas moi qui est bon pour